Le maire de Viry-Châtillon a tout dit. En réalité, cette situation, elle est le résultat d'une histoire déjà longue, celle de l'effondrement de l'école, de l'effondrement de l'éducation, de l'état d'urgence éducative que notre pays traverse. Moi, je voudrais dire évidemment à quel point je pense aux parents de ce garçon qui a été tué, à sa famille, à ses professeurs aussi. Je crois que la première réponse, c'est bien sûr que ceux qui l'ont tué soient punis. Et effectivement, il faut réapprendre à punir. Et il faut enfin que dans ce pays, on sorte de l'excuse de minorité. Parce qu'il n'y a pas d'excuse quand on commet un crime comme celui-ci, quand on commet un crime avec une telle violence contre un jeune, même quand on est soi-même un jeune, il n'y a pas d'excuse de minorité. Et le grand drame, c'est que cette excuse de minorité accuse aujourd'hui ceux qui ont laissé faire ce déferlement de violence qui dure déjà depuis longtemps. Moi, je pense à tous les parents, à tous les grands-parents qui voient leurs enfants aller à l'école et qui se demandent maintenant ce qui pourra bien arriver à leurs enfants, à l'école, devant leur établissement, devant un collège, un lycée, des lieux où on ne devrait jamais craindre le pire. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui se produit, je le redis, depuis longtemps. Il suffit de regarder ces derniers jours. Aujourd'hui, c'est ce jeune qui meurt. Hier, c'était Samara à Montpellier. Avant-hier, on en a peu parlé, mais 5 jeunes filles qui passent à tabac une autre jeune fille à Tours, qui sont aujourd'hui déférées. Tous les jours, en réalité, si vous regardez l'actualité locale, qui ne remonte pas toujours dans les médias nationaux, tous les jours, la violence frappe à l'école. Moi, j'ai commencé à enseigner il y a longtemps maintenant. J'avais 23 ans, après ma première rentrée, un gamin de mon établissement a été tué devant la porte du lycée à coups de tournevis. Et j'avais raconté ça. C'est le début de mon engagement politique. C'est mon premier engagement public. Je me suis engagé dans la vie publique de ce pays parce que je voulais dire la crise de l'école. Dans un moment où tout le monde encore relativisait ce qui se passe, où tout le monde disait non, tout va bien, le niveau monte, ça n'a jamais été aussi bon. À ce moment-là, je voyais bien, moi, comme professeur, comme tellement de collègues, je vois bien, je sais, je l'ai touché du doigt, à quel point la crise de l'école, l'effondrement de l'école produit cette violence gratuite, aveugle, cette sauvagerie qui monte. Que faut-il faire, François-Xavier Bellamy? Puisque nous l'avons souligné tout à l'heure, c'est vrai que dans la bouche du maire de Viry-Châtillon, il n'est pas question de mettre plus de caméras de surveillance, plus de moyens techniques, si je puis dire, mais il dit qu'il faut réapprendre le bien, le mal. On en est là, très concrètement, aujourd'hui? Mais bien sûr, il faut transmettre à nouveau les repères essentiels. On vit une crise éducative majeure qui se vit dans l'effondrement des résultats de notre école, mais derrière les savoirs, derrière la culture, il y a en réalité la transmission d'une certaine manière de vivre. J'entendais ce que vous disiez tout à l'heure sur ces repères essentiels qui sont aujourd'hui fragilisés. Et au fond, on hérite maintenant d'une société qui a voulu cette déconstruction, qui l'a pensée. On hérite de cette volonté de défaire tous les repères, de discréditer toutes les autorités. Mais 68, c'est ce que vous pointez du doigt très clairement? Moi, j'ai été jeune professeur à l'IUFM pendant ma formation. On nous enseignait, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Les Déshérités, c'était il y a 10 ans maintenant. On nous enseignait, dans notre formation d'enseignants, on nous disait, voilà, vous devez surtout pas transmettre. Les élèves doivent pouvoir inventer leur propre représentation du monde. Il ne faut surtout pas transmettre des connaissances, des savoirs, surtout pas de cours magistral, surtout pas vouloir tenir à l'autorité du professeur. Il fallait absolument tout égaliser, tout horizontaliser, tout relativiser. Ben voilà, on voit le résultat aujourd'hui. Louis Dragnel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite? On voit depuis plusieurs mois, on apprend, on écoute, il y a des annonces de lancement de plans de sécurisation des écoles, puis un plan de sécurisation des hôpitaux, puis des plans de sécurisation de certains quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas un problème global qui ne concerne pas exclusivement l'école? Parce que on a l'impression que voilà, aujourd'hui, toute la focale est mise sur l'école, donc il faut mettre, on écoutait, il faut mettre des moyens techniques, il faut mettre des policiers dans les écoles, mais en fait, le problème concerne toute la société, et l'école n'est-elle pas le reflet de cette violence qui traverse l'ensemble de la société? Bien sûr, mais c'est un reflet particulièrement choquant. Parce que c'est justement l'école qui est le premier lieu pour combattre contre cette sauvagerie qui monte. Parce que c'est l'école qui civilise une génération. Est-ce qu'on ne se trompe pas en se concentrant uniquement sur l'école et en essayant de se dire voilà, on va continuer à mettre des moyens uniquement sur la sécurisation des écoles, puis sur la sécurisation des hôpitaux, et on a l'impression que c'est des petites briques qu'on met les unes à côté des autres sans jamais voir. C'est un moyen, on peut avoir cette impression-là, c'est un moyen de ne jamais voir la réalité du problème profond qui est toutes les causes qui arrivent en fait en amont
de l'arrivée de ces enfants à l'école. Là, je partage totalement votre point de vue, c'est que c'est pas, et comme le disait le maire de Viry-Châtillon, c'est pas avec des caméras, des barrières, des dispositifs techniques qu'on va lutter contre cette violence qui traverse toute la société. C'est d'abord en réapprenant à la génération qui vient les principes essentiels qui font la vie en société. Quand on est devant un tel ensauvagement, vous pouvez mettre des policiers derrière l'épaule de chaque Français. À la fin, vous n'arriverez pas à lutter contre cette barbarie qui monte. Et donc, il faut réapprendre l'essentiel, le bien, le mal, transmettre la culture, transmettre les savoirs qui font qu'on arrive à vivre en société. Et puis, évidemment, punir quand il le faut, dès qu'il le faut. C'est une proposition toute simple. On l'a fait depuis très longtemps, mais à l'école déjà pour commencer. Aujourd'hui, regardez, les jeunes qui avaient menacé de viol la petite Samara, l'avaient menacée de viol. De quoi ont-ils écopé 2 jours de suspension temporaire, 2 jours d'exclusion temporaire de leur établissement scolaire? Comment vous voulez que ce soit convaincant? En réalité, la punition, c'est la première forme de la pédagogie. Et en France, c'est le docteur Maurice Berger, qui est psychiatre, qui le dit depuis très longtemps. On assiste aussi à la montée de cette sauvagerie parce qu'on a refusé de punir. Parce c'est le docteur Berger qui emploie ces mots, on a un gouvernement qui a une doctrine antipénale, qui ne veut pas de la peine. Pour aller en prison en France, il faut être déjà multi-récidiviste. Il faut s'être déjà installé dans la violence. Et ça, c'est le contraire de la pédagogie qui devrait aller avec la sanction. Il faut punir dès la première infraction. Il faut de la prison dès la première violence. Et cette prison, même des peines de prison courtes, même des peines de prison rapides, elle a un effet dissuasif. C'est ce que font par exemple d'autres pays en Europe. Prenez les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fait ça. Ils ont construit massivement des places de prison. Ils incarcèrent. Dès la première infraction grave, ils envoient en prison. Et contrairement à ce qu'on dit, ça ne conduit pas à la récidive. La prison, c'est pas l'école du crime. Ça ne l'est en France que parce qu'encore une fois, on envoie en prison que des gens qui sont déjà installés dans la criminalité, déjà installés dans un mode de vie qui est fondé sur la violence. Mais si vous réprimez de manière très directe, dès la première infraction, si, comme le dit le maire de Viry-Châtillon, si on réapprend à punir, il n'y a aucune raison que cette violence soit une fatalité. Transmettre vraiment, offrir le meilleur de la culture qui vient civiliser les cœurs et ensuite, parce que ça va avec la pédagogie, sanctionner ceux qui font preuve de violence dès la première infraction. Et on sortira de cette spirale. Il n'y a aucune raison qu'on y soit condamné. Nous allons revenir sur votre campagne, sur votre projet dans un instant. Mais avant, Véronique Jacquier souhaitait vous interpeller. Oui, question très concrète. Vous venez de nous évoquer les enseignants finalement comme des matons de prison. Mais aucun enseignant ne veut jouer ce rôle finalement de rééducation ou de punition tel que nous venons d'en parler en entendant le maire de Viry-Châtillon. Alors concrètement, comment fait-on? Parce que le combat, il devient plus civilisationnel que politique. D'abord, j'ai jamais pensé que les enseignants devaient être des matons. Oui, parce que vous donniez cet exemple de la prison. Le rôle des enseignants, c'est pas de rééduquer, c'est d'éduquer. Vous savez, Hannah Arendt disait que la grande question de l'éducation, c'est pas seulement pour préparer l'avenir, quel monde laisserons-nous à nos enfants, mais quels enfants laisserons-nous à notre monde? Et moi, c'est la question que je me pose quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Quels enfants laissons-nous à notre monde? Et je vais être très provocateur en disant ça, mais c'est pas de la faute de nos enfants. C'est pas de la faute de la génération qui vient. C'est la génération des adultes qui a manqué à son devoir, qui a manqué à son travail. Et les professeurs, aujourd'hui, ils sont placés dans une situation d'injonction paradoxale. Ils sont devant une forme de situation totalement contradictoire. On leur demande de faire en sorte que la société soit plus apaisée, on leur demande de faire de leurs élèves des bons citoyens, on leur demande de lutter contre les stéréotypes, on leur demande de rétablir l'égalité, on leur demande d'assurer que nos élèves seront plus éco-responsables, on leur demande tout et n'importe quoi, mais on leur retire les moyens de faire vraiment leur métier, c'est-à-dire transmettre le savoir, transmettre la connaissance. Comment est-ce que vous faites pour transmettre quand vous avez des élèves qui perturbent votre cours, parfois très peu nombreux, mais que vous ne pouvez pas écarté de la classe qui le perturbe continuellement? Comment est-ce que vous faites pour transmettre quand vous êtes confronté à cette violence qui monte sans arrêt, y compris parfois, il faut bien le dire, de la part des familles, des parents, y compris parce que souvent les familles, les parents, quand on voit des cas aussi graves, n'ont pas eux-mêmes assumé leurs responsabilités. Il faut le dire franchement. Mais vous ne pouvez pas faire le travail de la famille à la place de la famille quand elle ne le fait pas. Il y a dans ce pays des millions de familles qui font leur travail du mieux qu'elles peuvent, qui éduquent du mieux qu'elles peuvent, qui transmettent du mieux qu'elles peuvent, mais qui sont confrontées, elles aussi, à ce climat d'impunité qui, d'une certaine façon, laisse prise à une violence débridée. Et selon vous, François-Xavier Bellamy, est-ce qu'une partie de la jeunesse est en opposition culturelle, au fond, avec le modèle éducatif français? Est-ce que c'est une réalité? Moi, je crois que quand on vient devant des élèves en leur disant « j'ai quelque chose à vous transmettre qui mérite que vous le receviez, j'ai quelque chose à vous apprendre », parce que c'est ça qu'un professeur a au cœur quand il commence son travail, eh bien, on retrouve toujours en eux la soif infinie d'apprendre. C'est pas nos élèves
qui ont déconstruit l'école. C'est pas nos élèves qui nous ont expliqué que l'école était un lieu de violence structurelle qui reproduisait nécessairement les inégalités sociales. Ça, c'est Pierre Bourdieu qui a été le maître à penser des années de formation de l'éducation nationale. C'est pas nos élèves, c'est pas mes élèves, même issus de l'immigration, qui m'ont dit « il n'y a pas de culture française ». C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. C'est pas mes élèves qui m'ont dit, même issus de l'immigration, que la France était coupable de crimes contre l'humanité. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Et en disant ça, je ne dis pas qu'il est la cause du problème, mais qu'il en est le symptôme. Le fait est qu'on a construit une école sur le fait de ne pas assumer de dire qui nous sommes, ce que nous avons à transmettre, la culture qui peut nous relier. Et quand vous ne transmettez pas une culture, quand vous n'êtes pas capable de dire à une génération tout entière quelle est la culture à laquelle il faut s'assimiler, à laquelle il faut participer, qu'il faut rejoindre, quand la culture n'est plus transmise, comment s'étonner de voir ressurgir le contraire de la culture, c'est-à-dire la barbarie. Mais c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a sous les yeux. C'est le résultat de ces années de déconstruction, de ces années d'idéologie. Et ça, pour le coup, je le redis, et peut-être c'est l'espoir qu'on peut partager dans ce moment tellement sombre, mais moi j'en suis convaincu. Si on se présente devant des jeunes demain, si on se présente devant des élèves en leur disant « ils n'attendent que cela d'une certaine manière », on a des repères à partager avec vous. Et évidemment c'est difficile, parce que la relation pédagogique c'est toujours compliqué, l'éducation c'est toujours rugueux, évidemment c'est difficile, mais à la fin c'est profondément ce à quoi ils aspirent le plus. François-Xavier Bellamy, vous êtes donc tête de liste Les Républicains pour les élections européennes. On sait que peu de Français se déplacent pour ce scrutin-là. Il y a eu ce drame cet après-midi. En quoi l'Europe, elle peut jouer un rôle, finalement, pour la sécurité des Français? Est-ce que dans votre programme, vous pouvez, pensez-vous, influer sur cette sécurité depuis Bruxelles? Cette question-là, la question éducative, c'est une question nationale et il faut qu'elle le reste d'ailleurs. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une valeur ajoutée à ce que l'Europe se saisisse des questions d'éducation à la place de nos États. Donc ça, c'est notre devoir comme Français. D'ailleurs, la crise éducative qu'on traverse en France, elle crée un décrochage de plus de la France au plan européen. On a aujourd'hui, il suffit de regarder toutes les statistiques internationales, nos élèves sont les derniers d'Europe en mathématiques. On a un jeune Français sur 5 qui ne sait pas lire le français à 18 ans. Et ça contribue de ce climat de violence, évidemment. On a aujourd'hui le système scolaire en France le plus inégalitaire de tout l'OCDE. Réparer ça, c'est notre devoir aussi pour garantir la place de la France en Europe dans les années qui viendront. Et pour ça, peut-être l'espace européen peut être un moyen pour s'inspirer des bonnes pratiques. Je parlais des Pays-Bas tout à l'heure. Les Pays-Bas, pendant très longtemps, ils ont connu cette flambée de la violence. Ils ont décidé de miser sur une politique pénale beaucoup plus offensive. Ils ont construit, je le disais, de très nombreuses places de prison. Et aujourd'hui, ils en ont tellement plus besoin qu'ils louent des places de prison à la Belgique ou à la Norvège pour incarcérer leurs détenus. Donc à nous de faire le travail chez nous aussi. À nous de nous inspirer de ce qui marche ailleurs. Et puis évidemment, derrière ce qu'on évoque, derrière cette crise de l'identité, cette crise de l'appartenance, il y a bien sûr aussi le phénomène migratoire. Comment ne pas le voir? Il joue évidemment. J'entends que le parquet explique que dans l'affaire de la petite Samara, il n'y a aucune dimension religieuse. Moi, ce que j'entends surtout, c'est ce que disait sa mère quand elle témoignait du fait que derrière la violence que subissait sa fille, il y avait le fait qu'elle s'habillait à l'européenne. Vous demandez à ce que l'Europe fasse une pause en matière migratoire aujourd'hui, très clairement? Mais pas seulement une pause. Il faut évidemment qu'on sorte de cette folie migratoire qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a de l'incapacité absolue de contrôler l'immigration illégale et parallèlement des chiffres d'entrée légale qui n'ont jamais été aussi importants. Monsieur Darmanin, au ministère de l'Intérieur, c'est 1 million de nouveaux arrivants sur les 2 dernières années. On n'a jamais accueilli autant d'étrangers en France, y compris de façon légale. Et ça, la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, c'est impossible de réussir le défi de l'assimilation. Je parlais avec un maire tout près de chez moi, dans les Yvelines, un maire qui me disait, mais tous les 15 jours, dans un foyer de jeunes migrants, tous les 15 jours, de nouveaux arrivants qui viennent, comment vous voulez qu'on s'en sorte? On a à peine fait le travail d'essayer d'insérer ceux qui sont là autant qu'on peut, comme on peut, qu'il y a déjà des nouveaux arrivants qui viennent avec, évidemment, parce que ce n'est pas des individus atomisés qui se déplacent, ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leur mode de vie, ils viennent avec leur représentation du monde, ils viennent avec leur religion. Et on voit bien que c'est très difficile de reconstruire l'unité d'une société quand on est devant une telle situation migratoire. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Vous êtes crédité aujourd'hui à 7% dans les sondages. Pourquoi est-ce que vous ne décollez pas, selon vous? Ce que vous venez de partager, eh bien, au fond, c'est... vous rejoignez beaucoup de Français, on le sait, et aujourd'hui, vous ne décollez pas. Pourquoi, selon vous? Mais je crois que les Français n'ont pas encore vraiment l'esprit à la campagne européenne. Je les comprends d'ailleurs très bien, parce qu'il y a tellement de sujets d'inquiétude du quotidien qui pèsent sur eux aujourd'hui. Moi, je ne doute pas que quand on en viendra au moment où on va rentrer vraiment dans ces débats de l'élection européenne, je ne doute pas qu'à ce moment-là, les Français regarderont
non pas seulement quelles sont les paroles, quels sont les discours de chacun des candidats, mais aussi quels sont les actes, parce que c'est ça qui compte le plus pour moi. Quel est le bilan de chacun au Parlement européen? Et on voit bien que, y compris sur ces sujets-là, vous savez, y compris sur la question de la protection de nos repères culturels essentiels, quand la Commission européenne a voulu promouvoir par des publicités qu'elle finançait le hijab, par exemple, en proclamant que la joie est dans le hijab, c'est nous qui avons empêché cette dérive. Quand la Commission européenne a voulu interdire à ses fonctionnaires de souhaiter joyeux Noël, c'est nous qui avons empêché cette dérive. Et ça, c'est des signaux faibles de cette crise de la culture, de cette crise de l'appartenance, de cette crise de l'identité, de cette déconstruction des repères communs qui conduit à la fin à toutes les violences que nous voyons aujourd'hui. Je l'avais dit dans ces termes-là au Parlement européen. Malheureusement, on constate que le réveil n'a pas encore eu lieu. Mais je crois que quand les Français s'intéresseront à l'élection européenne, ils feront confiance à ceux qui ont su mener les combats qu'il fallait pour pouvoir reconstruire ce qui est nécessaire à la protection de notre modèle commun et donc de notre sécurité demain. Louis Darnel, pour conclure. Il y a beaucoup de Français qui vous regardent l'affiche et qui voient François à droite, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, Marion Maréchal, et ils ont l'impression, ils le disent, on a l'impression que c'est une photo avec des cousins germains qui ont des nuances parfois pas si importantes que ça. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez essayer de desserrer un peu l'étau, justement de vous distinguer à la fois de Jordan Bardella et de Marion Maréchal? Moi, vous savez, je crois que la France, elle a besoin de retrouver de la clarté dans la vie publique, retrouver de la simplicité, retrouver de la constance et de la cohérence. Et moi, je représente les couleurs d'une droite qui veut se reconstruire pour pouvoir demain reconstruire le pays. Vous avez aujourd'hui au pouvoir des gens qui ont dit qu'ils étaient en même temps de gauche et de droite. Et on voit à quoi ça nous conduit. En réalité, derrière ce « en même temps », c'est toute la crise du pays. De l'autre côté, je vois le Rassemblement national qui dit « on n'est ni de droite ni de gauche ». Bon ben nous, on est la droite. Et je crois que dans ce pays, il y a une majorité d'électeurs qui effectivement se reconnaissent dans des valeurs que la droite défend, qu'elle porte, qui font son identité politique. Retrouver l'autorité à l'école, retrouver l'ordre dans les comptes, retrouver l'ordre dans les rues. Des choses toutes simples. Et moi, je dis à tous ces Français de droite qui peut-être ont pu avoir le sentiment par le passé que l'avenir était ailleurs, je leur dis, c'est le moment ou jamais de reconstruire une famille politique claire, constante. Moi, vous savez, j'ai pas changé. Le Rassemblement national dit tout et son contraire sur l'Europe. Aujourd'hui, il dit sur l'Union européenne le contraire de ce qu'il disait il y a encore quelques années. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je le disais hier, je le dirai demain. Et cette constance-là, elle est la clé de la confiance retrouvée.